Imaginez la France sans vin. Imaginez les collines de Bourgogne sans leurs lignes de vignes parfaitement dessinées. Bordeaux sans ses châteaux. La Champagne sans ses caves silencieuses. Les terrasses parisiennes sans ce verre rouge posé près d'une assiette. Les repas de famille sans la bouteille que l'on ouvre lentement, presque solennellement, pendant que quelqu'un raconte d'où elle vient. La France existerait toujours, bien sûr, mais elle ne serait peut-être plus tout à fait la France. Car ici, le vin n'est pas seulement une boisson, il est un langage, une mémoire, une géographie que l'on peut verser dans un verre. Il raconte les saisons, les guerres, les religions, les familles, les crises et les renaissances. Il parle de la terre, mais aussi du temps. Il relie un village minuscule au reste du monde et transforme un simple repas en cérémonie. Pour comprendre pourquoi le vin est si important en France, il faut donc oublier un instant les bouteilles luxueuses, les dégustations savantes et les étiquettes prestigieuses. Il faut remonter beaucoup plus loin, à une époque où la France ne s'appelait même pas encore la France, bien avant les grands châteaux bordelais, les moines bourguignons et les caves de champagne. La vigne avait déjà commencé son voyage autour de la Méditerranée. Les Grecs installés près de Massalia, l'actuelle Marseille, participèrent à son développement. Puis vinrent les Romains, qui comprirent rapidement que les terres de la Gaule pouvaient produire bien davantage que du blé. Avec eux, la vigne remonta les vallées, suivit les fleuves et s'approcha progressivement des régions que le monde associe aujourd'hui au vin français. Ce voyage ne fut pas un hasard. Les fleuves servaient de route. Le Rhône, la Loire, la Garonne et la Saône facilitaient le transport des amphores, puis des tonneaux. Autour de ces voies d'eau naquirent des villes, des marchés et des vignobles. La géographie commença alors à modeler une culture. Mais à cette époque, le vin n'était pas encore ce symbole raffiné que nous imaginons aujourd'hui. Il faisait partie de la vie quotidienne. Il accompagnait les repas, les échanges commerciaux, les cérémonies religieuses et les rencontres politiques. Sa qualité variait énormément. Certains vins voyageaient mal. D'autres étaient mélangés avec de l'eau, des herbes, du miel ou des épices. Pourtant, quelque chose d'essentiel était déjà né, l'idée que le vin pouvait porter l'identité d'un lieu. Puis l'Empire romain s'effondra. D'âmes-routes disparurent. Des villes furent abandonnées, des terres cessèrent d'être cultivées. Une partie du savoir aurait pu se perdre. Pourtant, la vigne survécut. Et elle survécut notamment derrière les murs des monastères. Au Moyen Âge, le vin occupait une place centrale dans la liturgie chrétienne. Les communautés religieuses avaient donc besoin de vignes. Mais les moines ne se contentèrent pas de produire. Ils observèrent. Année après année, génération après génération, ils étudièrent les sols, les pentes, l'exposition au soleil et le comportement des plantes. Ils remarquèrent qu'une parcelle pouvait donner un vin différent de celle située seulement quelques mètres plus loin. Cette patience transforma la viticulture. En Bourgogne, notamment, la terre fut découpée, comprise et classée avec une précision extraordinaire. Les hommes ne parlaient pas encore du terroir, comme nous le faisons aujourd'hui, mais ils en construisaient déjà le principe. Le terroir est une idée presque mystérieuse. Il ne désigne pas seulement le sol. Il réunit la terre, le climat, l'altitude, l'exposition, le cépage et le savoir humain. C'est la conviction qu'un vin ne naît jamais uniquement d'un raisin. Il naît d'un endroit précis, travaillé par des personnes qui ont appris à l'écouter. Voilà peut-être le premier secret de l'importance du vin en France, il permet de goûter un paysage. Un verre de Chablis ne raconte pas la même histoire qu'un vin de Provence. Un Bordeaux ne parle pas avec la même voix qu'un Bourgogne. Un vin d'Alsace ne porte ni le même climat, ni la même architecture, ni les mêmes traditions qu'un vin de la vallée du Rhône. Chaque région possède son accent, et les Français ont appris à reconnaître ces accents dans leurs verres. Au fil des siècles, les vignobles devinrent également des centres de pouvoir. Les ducs, les rois, les évêques et les riches marchands comprirent la valeur de ces terres. Posséder une vigne réputée, c'était posséder une source de richesse, mais aussi de prestige. Bordeaux en offre un exemple spectaculaire. Grâce à son port et à ses liens commerciaux, son vin voyagea loin. Lorsque l'Aquitaine passa sous domination anglaise au XIe siècle, à la suite du mariage d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri Plantagenet, futur roi d'Angleterre, un immense marché s'ouvrit. Quantités considérables de vin partirent vers les îles britanniques. Ainsi, bien avant l'apparition de la publicité moderne, le vin français construisait déjà sa réputation à l'étranger. La Champagne suivit une autre trajectoire. Dans cette région froide, les producteurs furent longtemps confrontés à un phénomène difficile à contrôler. La fermentation pouvait s'interrompre pendant l'hiver, puis reprendre lorsque les températures remontaient. Du gaz apparaissait alors dans les bouteilles. À certaines époques, ces bulles furent considérées comme un défaut dangereux, car les bouteilles pouvaient exploser. Mais ce défaut devint une révolution. Avec l'amélioration des bouteilles, des bouchons et des méthodes de production, le vin effervescent de Champagne se transforma en produit de célébration.
Il fut associé aux cours royales, au luxe, aux victoires et aux grands événements. Aujourd'hui encore, lorsqu'une bouteille de champagne s'ouvre, le son du bouchon annonce rarement un moment ordinaire, une naissance, un mariage, une réussite, une nouvelle année. Le vin n'accompagne plus seulement l'événement, il semble le consacrer. Mais son histoire française n'est pas uniquement faite de palais, de fêtes et de succès. Au XX siècle, une créature presque invisible faillit tout détruire. Le phylloxéra, un minuscule insecte venu d'Amérique, attaqua les racines des vignes européennes. Les feuilles jaunissaient, les ceps mouraient, d'âmes vignobles entiers furent ravagés. Pour les régions qui vivaient de la vigne, ce ne fut pas seulement une catastrophe agricole. Ce fut une tragédie économique et humaine. D'âmes familles perdirent leurs revenus. D'âmes villages se vidèrent. D'âmes paysages façonnés pendant des siècles semblèrent condamnés à disparaître. On tenta tout. On inonda les parcelles. On utilisa des produits chimiques. On expérimenta des méthodes parfois absurdes. Mais rien ne semblait pouvoir arrêter le fléau. La solution vint finalement d'un paradoxe. Pour sauver les cépages français, il fallut les unir à des racines américaines résistantes à l'insecte. Les vignes furent greffées sur des porte-greffes venus du continent qui avaient involontairement apporté la menace. La France viticole renaquit, mais cette crise laissa une peur profonde. Elle rappela que le vin, malgré son prestige, demeurait fragile. Une année de gel, une maladie, une guerre ou une mauvaise récolte pouvaient effacer le travail de plusieurs générations. D'autres dangers apparurent ensuite, les fraudes, les imitations et les vins vendus sous de faux noms. Si n'importe quel producteur pouvait écrire Bordeaux, Champagne ou Bourgogne sur une bouteille, que valait encore l'origine? La France dut alors répondre à une question fondamentale: comment protéger le lien entre un produit et son territoire? Au début du XX siècle, les crises viticoles et alimentaires poussèrent les producteurs à se mobiliser pour défendre la qualité et l'authenticité de leurs vins. Cette longue lutte conduisit à la création du système des appellations d'origine contrôlée. Les premières AOC françaises furent officiellement reconnues le 15 mai 1936, parmi lesquelles Arbois, Cassis, Cognac, Châteauneuf-du-Pape, Montbazillac et Tavel. Une appellation ne représente pas simplement un nom élégant imprimé sur une étiquette. Elle impose des règles, une zone géographique précise, dame cépage autorisé, dame méthode de culture, dame rendement limité, dame technique de fabrication, parfois même une durée minimale d'élevage. L'idée est simple, mais puissante: le nom d'un territoire appartient à ceux qui en respectent l'histoire et les exigences. Avec ce système, la France transforma la provenance en promesse. Une bouteille ne disait plus seulement « voici du vin ». Elle disait « voici un vin né ici, selon les règles de cet endroit, grâce au savoir transmis par ceux qui y vivent ». Cette manière de penser influença ensuite de nombreux pays. Partout dans le monde, des régions cherchèrent à protéger leurs produits, leurs méthodes et leurs noms. Mais pourquoi le vin s'est-il enraciné aussi profondément dans la société française? La réponse se trouve peut-être à table. En France, le repas n'est traditionnellement pas considéré comme une simple interruption destinée à calmer la faim. Il est un moment social. On s'assoit, on parle, on sert plusieurs plats, on attend les autres, on commente ce que l'on mange, on partage. Le vin entre dans cette conversation. Il peut être choisi pour accompagner un plat, souligner une saveur ou marquer une occasion. Un blanc vif avec des fruits de mer, un rouge plus structuré avec une viande, un vin doux avec certains desserts, un champagne pour célébrer. Bien entendu, ces associations ne sont pas des lois éternelles. Les habitudes changent, les goûts évoluent et chacun reste libre de préférer autre chose. Mais le principe demeure, le vin participe au déroulement du repas. En 2010, le repas gastronomique des Français a été inscrit par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette reconnaissance ne récompense pas une recette particulière. Elle célèbre une pratique sociale liée aux grands moments de la vie, mariage, anniversaire, retrouvailles et réussite. Elle met notamment en avant le choix attentif des plats et des boissons ainsi que l'accord entre les mets et les vins. Voilà pourquoi une vieille bouteille peut provoquer tant d'émotions. Elle ne contient pas uniquement un liquide conservé pendant plusieurs années. Elle peut contenir le souvenir d'un père, d'un grand-père, d'une vendange, d'une maison vendue depuis longtemps ou d'un repas dont presque tous les invités ont disparu. On garde certaines bouteilles comme on garde des lettres. On attend un moment digne de les ouvrir. Et parfois, le moment n'arrive jamais car la bouteille est devenue plus importante fermée que consommée. Elle représente une promesse, une époque ou une personne. Dans les villages viticoles, le calendrier lui-même suit la vigne. L'hiver est le temps de la taille. Le printemps, celui de la reprise et de l'inquiétude face au gel. L'été apporte la chaleur, les orages et l'attente. Puis viennent les vendanges. Pendant les vendanges, le paysage change de rythme. Les équipes arrivent tôt.
Les grappes sont coupées, transportées, triées et pressées. Les caves s'animent. L'odeur du raisin emplit l'air. C'est un travail physique, parfois épuisant. Une course contre la météo et contre le temps, car le raisin ne patiente pas. Quelques jours peuvent séparer une maturité parfaite d'une récolte déséquilibrée. Le vigneron doit observer, goûter, mesurer, puis prendre une décision qu'il ne pourra pas annuler. Récolter aujourd'hui ou attendre demain? Cette question semble simple. Pourtant, elle peut déterminer la qualité d'un millésime entier. Le vin enseigne ainsi une valeur devenue rare, la patience. Il faut des mois pour conduire la vigne jusqu'au vendange. Il faut encore du temps pour transformer le raisin. Certains vins reposent en cuve, d'autres en fût. Certains se boivent jeunes. D'autres attendent des années avant de révéler leur complexité. Dans un monde où presque tout doit être immédiat, le vin rappelle que certaines choses ne peuvent pas être accélérées. On ne commande pas au climat, on ne négocie pas avec les saisons, et l'on ne fabrique pas artificiellement des siècles de tradition. Pourtant, le monde du vin français n'est pas figé dans le passé, il change. Les producteurs font face au réchauffement climatique, qui modifie les dates de vendange, la maturité des raisins et l'équilibre des vins. Certaines régions expérimentent de nouveaux cépages ou de nouvelles pratiques. L'agriculture biologique progresse. La biodynamie attire autant de passion que de scepticisme. Les vins dits naturels suscitent l'enthousiasme de certains consommateurs et la méfiance d'autres. Parallèlement, la consommation quotidienne a diminué par rapport aux générations précédentes. Le vin n'est plus automatiquement présent à chaque repas. Les préoccupations de santé publique sont plus fortes. Et l'on sait qu'une consommation d'alcool comporte des risques. Cette évolution ne signifie pas nécessairement la disparition du vin. Elle peut marquer le passage d'une consommation habituelle à une consommation plus occasionnelle. Choisie et consciente. Boire moins, peut-être, mais chercher davantage à comprendre ce que l'on boit, car l'importance culturelle d'un produit ne se mesure pas uniquement à la quantité consommée. Elle se mesure au paysage qu'il protège, au métier qu'il fait vivre, aux histoires qu'il transmet et aux mots qu'il ajoute à une langue. Le vocabulaire français du vin est immense. On parle de robe, de nez, de bouche, de longueur, de fraîcheur, de puissance et d'équilibre. On dit qu'un vin est fermé, généreux, nerveux, rond ou élégant. On lui prête presque un caractère humain. Cette poésie peut parfois sembler intimidante. Certains craignent de ne pas utiliser les bons mots ou de ne pas reconnaître les arômes attendus. Pourtant, derrière les discours compliqués, une vérité demeure très simple. D'un vin est d'abord une expérience personnelle. Il réveille une sensation, une odeur de fruits, de fleurs, de bois, de terre mouillée ou d'épices. Puis cette sensation rencontre un souvenir. Et soudain, deux personnes buvant le même vin ne vivent plus exactement la même chose. C'est peut-être là que réside son pouvoir. Le vin unit l'individuel et le collectif. Il naît d'un territoire partagé, d'une tradition commune et de règles précises. Mais il s'adresse à chaque personne différemment. Il est à la fois agriculture et culture, travail et plaisir, science et intuition, commerce et patrimoine, objet quotidien et symbole. Exceptionnel. Lorsqu'un vigneron regarde ses vignes, il ne voit pas seulement la prochaine récolte. Il voit souvent le travail de ceux qui l'ont précédé et la responsabilité envers ceux qui viendront après lui. Certaines parcelles ont traversé des royaumes, des révolutions, des épidémies, 2 guerres mondiales et d'innombrables crises économiques. Les générations passent, les frontières changent, les gouvernements tombent, la vigne, elle, recommence chaque printemps. Voilà pourquoi le vin est si important en France. Non pas parce que tous les Français en boivent, non pas parce que chaque bouteille serait exceptionnelle, et certainement pas parce qu'il faudrait idéaliser l'alcool ou oublier ses dangers. Le vin est important parce qu'il représente une manière de relier le temps, la terre et les hommes. Dans un seul verre peuvent se rencontrer la géologie d'un sol formé il y a des millions d'années, le climat d'une année précise, le geste d'un vigneron et la mémoire d'une famille. Peu de choses ordinaires contiennent autant de temps. Alors, la prochaine fois que vous verrez une bouteille française, ne regardez pas uniquement son prix, son étiquette ou son année. Regardez le nom du village. Imaginez la parcelle. Imaginez l'hiver, lorsque les cèpes semblent morts. Le printemps et la peur du gel. L'été, lorsque chaque nuage est surveillé. Puis les vendanges, les mains tachées par le raisin. Le bruit des machines et le silence des caves. Imaginez toutes les décisions, invisibles enfermées derrière le verre. Car une bouteille de vin français n'est jamais seulement une bouteille. C'est un paysage que l'on peut transporter, une année que l'on peut ouvrir, et parfois, lorsque le verre arrive enfin jusqu'aux lèvres, c'est une partie de l'histoire de France que l'on goûte sans même le savoir.